Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la review du chapitre 59 de Boruto, un chapitre plutôt plein de surprises avec des informations très intéressantes. On retrouve un Amado en train de lancer sa manipulation envers Kawaki. Il va même s'en prendre à Sumire en toute fin de chapitre 59. On va retrouver le personnage de Code en train de recruter le frère d'Eda, c'est-à-dire le personnage de Damon. Ce sera le troisième point qu'on abordera dans cette vidéo. Un personnage qui est le frère biologique d'Eda, comme j'ai pu le dire juste avant, et avec des capacités extrêmement cheaté. Je rappelle ceux qui souhaitent lire le chapitre 59 de Boruto, n'hésitez pas à aller voir ma description, les différents liens s'y trouvent afin que vous puissiez aller jeter un œil par vous-même et le lire confortablement. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est aussi dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours pour remporter des lots comme des figurines derrière moi. Sur ce Discord, vous trouverez également des informations exclusives ou des images inédites en rapport avec les futurs chapitres de l'œuvre Boruto ou d'un autre manga comme Dragon Ball Super ou One Piece ou encore SNK. N'hésitez pas à laisser un petit like, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de commenter afin de donner votre avis sur le chapitre 59 ainsi que sur cette vidéo. On rentre dans le vif du sujet avec ce premier thème, la manipulation d'Amado qui commence à être mis au goût du jour dans ce chapitre 59 à l'égard de Kawaki. On va le voir commencer de façon subtile à dire à Kawaki que Naruto en 1v1 face à Code, il va se faire tuer, se faire exploser la tronche. Mais si Kawaki, par rapport à son désir de récupérer le Kama qui est enfoui en lui, le souhaitait vraiment, il pourrait demander à Amado de faire réimplanter le Kama en lui, car il ne faut qu'une sortie, une entrée, une sorte de mise à jour pour que l'ADN au fond de Kawaki se réveille à nouveau avec la réapparition du Kama. En plus, on a un Amado plutôt vendeur à l'égard du Kama pour Kawaki. Il dit très clairement que s'il récupère le Kama, il aura les pouvoirs d'Ishiki Otsutsuki, c'est-à-dire la force qui lui manque, qu'on avait vu dans le chapitre 58 lors d'un mini affrontement entre Boruto et Kawaki. Amado va rajouter également l'inconvénient qu'il n'y aura pas, c'est qu'Ishiki Otsutsuki ne pourra pas revenir à la vie. Cependant, cette information a l'air plutôt tangible car Sumire commence à douter de l'idée d'Amado. On le voit très clairement dans le chapitre 59, la seule garantie pour qu'Ishiki ne soit pas de retour, c'est les paroles d'Amado qui n'a soi-disant pas toutes les connaissances sur le Kama comme il l'avait cité dans de précédents chapitres. Sauf que là, par rapport à ce qu'il nous propose en rapport avec Kawaki, les connaissances qu'il n'a soi-disant pas, il les a. Ce qui va être intéressant de voir dans ce chapitre 59, c'est qu'on voit un Kawaki qui arrête pas de faire des cauchemars par rapport à différents scénarios qui vont se terminer très mal en rapport avec Naruto. Et d'un autre côté, on a un Amado qui est au courant de tout, notamment la faiblesse de Kawaki, qui va insister sur ce point faible pour tout simplement que Kawaki accepte de récupérer le Kama. Heureusement, dans un premier temps, Kawaki dit clairement qu'il ne veut pas du Kama car il le méprise, c'est une malédiction pour lui. Malheureusement, comme on l'a vu dans un second temps, on se doute bien qu'il va finir par accepter peut-être une situation où Code est sur le point de tuer Naruto et Amado va lui appliquer le Kama pour que Kawaki récupère cette force perdue. On le voit dans le chapitre 1 du manga, Kawaki brandit fièrement son bras avec le Kama face à Boruto adulte. Ça veut dire qu'Amado aura réussi à convaincre Kawaki pour récupérer le Kama. Mais je pense qu'il y aura des conséquences car la soi-disant non-réapparition d'Ishiki, je pense qu'elle aura lieu à cause d'Amado. Mais quel est donc l'intérêt d'Amado qui souhaitait la mort d'Ishiki de le faire revenir à la vie? Je ne vois qu'une seule hypothèse, c'est qu'Ishiki dans le plan d'Amado est mort trop tôt et qu'il a besoin de lui et pour ça il faut le ressusciter. Au vu des propos d'Amado, si cela devait se réaliser, ça voudrait dire que Kawaki posséderait le Kama avec toutes les conditions, c'est-à-dire la force d'Ishiki sans cette contrainte d'être un réceptacle. Pour le coup, Kawaki serait gagnant et ce serait contraire aux propos de Boruto qui disait clairement qu'un shinobi, pour devenir plus fort, il devait acquérir sa propre force grâce au chakra avec un bon entraînement. Au final, on aurait un aspect symbolique parce que le fait que Boruto prône la mentalité de tout Naruto et Naruto Shippuden en termes de scénario et Kawaki qui d'un coup obtient une force qui est contraire à cette mentalité et qui pourrait renverser le monde shinobi grâce à cela, ça montrerait une évolution dans le manga de Kishimoto avec toutes les œuvres confondues. Pour vous donner un exemple, dans l'œuvre de Naruto et Naruto Shippuden, un shinobi était représenté par rapport au chakra, son entraînement ainsi que ses valeurs. Là, dans l'œuvre de Boruto, pour devenir très fort et être représenté à sa juste valeur, il ne suffit plus d'avoir un bon entraînement ou du chakra, la technologie peut faire beaucoup. Pour accréditer mes propos, on regarde le chapitre 59, on va y venir juste après, on a carrément une team de cyborgs que va devoir affronter Naruto, Sasuke et Boruto, ainsi que d'autres shinobi. Maintenant, on va parler précisément d'Amado. On parle d'un mec qui est capable de créer des cyborgs, Kajin Koji,
Code, Eda, Daemon qu'on va voir dans quelques instants dans cette vidéo, des cyborgs supérieurs à Jigen, et certainement que Code, si tu retires le limiteur, est peut-être plus fort qu'Ishiki. D'où a-t-il pu avoir ces connaissances-là? Comment a-t-il pu créer des pupilles d'Eda, ainsi que les capacités du personnage de Daemon? Le personnage d'Amado est vraiment intriguant au niveau du développement, il est mystérieux sur plein des égards, notamment le traitement de Boruto, le médicament, le suppresseur de Byakugan. Est-ce qu'il aura vraiment l'effet de ralentir la transformation en Ototoki de Boruto au lieu de l'accélérer? Peut-être qu'Amado a menti. Sa manipulation subtile à l'égard de Kawaki pour que celui-ci récupère le Kama, on sent qu'il y a un plan derrière tout ça. Cependant, il y en a une dans ce chapitre qui n'est pas dupe du comportement d'Amado, c'est Sumire. Elle lui dénonce très clairement ses propos à l'égard de Kawaki sur le fait de jouer sur la corde sensible par rapport à l'enfance de Kawaki et le fait qu'il pourrait perdre Naruto, c'est-à-dire le bonheur qu'il a acquis récemment. Et ça, Sumire se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre sur le fait qu'Amado force Kawaki à récupérer limite le Kama. Sauf qu'en fin de chapitre 59, les inquiétudes de Sumire se confirment, Amado commence à s'en prendre à elle violemment par rapport à ses propos. Et on voit un Amado sur le dernier plan avec les yeux en train de s'obscurcir. On se rappelle que ses yeux sont modifiés. Lors du chapitre 57, le personnage d'Eda avait dit à Code, pour qu'il puisse retirer son limiteur, il allait avoir besoin des yeux modifiés d'Amado ainsi que de sa voix. D'ailleurs, surtout retiens bien le moment où je dis que Amado a des yeux modifiés, tu vas en avoir besoin dans la suite de la vidéo, notamment au rapport avec les yeux d'Eda ainsi que de Daemon. Pour revenir sur cette fin de chapitre 59 de Boruto, il n'est pas à exclure que l'ellipse ait lieu entre le chapitre 59 et 60. Je m'explique. Le fait que cette ellipse soit attendue comme une surprise, si tu l'annonces à la fin du chapitre, comme quoi, dès le chapitre 60, c'est la deuxième partie de l'histoire Boruto, ce n'est plus une surprise. Là, l'événement marquant pourrait être Sumire qui pourrait peut-être mourir à cause d'Amado, ou tout simplement se faire taire par celui-ci sur le fait qu'elle connaisse un peu les petites lignes du plan d'Amado sur son comportement suspect. Ce serait le déclencheur un peu du monde Shinobi qui commence à basculer dans le côté des ténèbres. Le fait que quelqu'un sait les ambitions d'Amado mais qu'elle ne puisse pas le dire, et bah tout simplement ce serait l'erreur fatale du monde Shinobi. Je vais rajouter un détail plutôt troublant, quand on reconnaît le personnage d'Amado, que ce soit à Kara ou à Konoha, il est plutôt d'un calme olympien, rien ne le fait stresser. Là, dans la fin de chapitre 59, il s'est clairement énervé et ses yeux se sont obscurcis. Cela signifie-t-il qu'il voudra mettre un terme à la vie de Sumire, qui pourrait être un élément déclencheur pour l'évolution aussi du personnage de Boruto? Car si Sumire est laissée en vie et qu'elle va parler à Naruto en disant qu'Amado force Kawaki à récupérer le Kama, je pense que Naruto va pas être forcément d'accord. Là, je te vois venir derrière mon écran, tu vas me dire mais c'est pas possible, l'ellipse, on n'a pas eu une très belle fin à la fin du chapitre 59, il y a plein d'autres trucs qui n'ont pas été développés, mais tu peux très bien faire un truc de ouf, c'est-à-dire 3 ans après, tu vois le village de Konoha détruit, tu vois peut-être Boruto et Kawaki en train de s'affronter, et là t'as la suite du combat du chapitre 1 avec quelques éléments supplémentaires, et d'un coup, paf, tu reviens par exemple 2 ans auparavant, là où tout a commencé, c'est-à-dire le basculement du monde Shinobi. Ça pourrait amener un twist, un rebondissement assez incroyable de la part de Kishimoto, et il faut l'avouer que dans les œuvres actuellement, même que ce soit les inédites ou des suites de manga, eh ben on n'a pas forcément ce type de rebondissement. Et là je vais pousser un petit coup de gueule plutôt serein, je vous rassure, le fait qu'il y ait pas mal de personnes qui se passent pour des pro-connaisseurs du manga, ils disent très clairement qu'une ellipse, faut qu'il y ait une fin très belle de la partie 1 pour qu'on arrive sur une partie 2 plutôt sympathique. Mais c'est là que tu te trompes, il y a plusieurs types d'ellipses. Il y a par exemple l'ellipse qu'on a vu dans Naruto Shippuden. Naruto va progresser avec Jiraiya, c'est une partie, ça aurait pu être intéressant de la montrer, mais ce n'est pas nécessaire. On sait qu'il va évoluer, c'est sûr et certain, en rapport à Jiraiya. Donc on le retrouve dans Naruto Shippuden, c'est une ellipse qui est plutôt classique. On a l'ellipse plutôt mystérieuse, c'est-à-dire qu'on quitte une partie 1 et on arrive à une partie 2 avec des éléments qui se sont produits pour qu'à la fin de la partie 1, on ait un élément plutôt joyeux pour retrouver un élément plutôt sombre dans la partie numéro 2. Et c'est justement la partie numéro 2 qui va développer les conséquences de ce qui s'est passé durant l'ellipse. Ça amène beaucoup d'intrigues, du mystère et surtout du développement beaucoup plus qualitatif. Imaginez un scénario tel que celui-ci. T'arrives dans le chapitre 60, tu vois Boruto versus Kawaki, le combat
qu'on a vu dans le chapitre 1, mais avec cette fois-ci une rallonge du supplément avec des indices qui nous a pas encore été montrés. Peut-être un élément côté Boruto avec un autre élément côté Kawaki, et là on revient paf 2 ans auparavant pour nous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Peut-être que le manga Boruto va se construire par rapport à ça, c'est ce qui serait intéressant. Et là je sens qu'il y en a qui sont en train de serrer derrière leur écran, assis sur leur chaise. Je vais vous refroidir encore une fois, je ne suis pas en train de t'affirmer que l'ellipse va avoir lieu entre le chapitre 59 et 60. Si elle n'a pas lieu, elle n'a pas lieu, ce n'est pas grave, elle aura lieu plus tard. Je suis en train de t'expliquer ce que c'est une ellipse avec plusieurs caractéristiques. Car vous êtes beaucoup, quand vous avez une idée, c'est la seule qui compte et il n'y en a pas d'autre. Le problème, c'est que dans un manga, dans l'écriture d'un manga, d'un scénario, des caractéristiques, un développement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et notamment des caractéristiques à faire valoir pour qu'elles soient complémentaires. Et là, je vous dis très clairement qu'à la fin du chapitre 59, par rapport à ce que j'ai vu et la compréhension des propos d'Amado ainsi que son regard en train de s'obscurcir, le fait que l'ellipse pourrait avoir lieu entre ce chapitre 59 et 60, ce serait tout sauf déconnant, mais bel et bien possible. On retrouverait toutes les caractéristiques de la manipulation d'Amado à la fin du chapitre 59 dans son regard, et par exemple avec l'ellipse, 3 ans après, son plan qui a été exécuté, malgré le fait que Sumire s'en soit rendu compte beaucoup trop tard. Et ce serait ça l'événement majeur qui nous avait été dit dans le V-Jump et le Weekly Shonen Jump qui pourrait annoncer l'ellipse. Il est temps de passer au second thème de cette vidéo, la team de Kara en train d'être reformée par le personnage de Code, si on peut appeler ça la team de Kara, car il fait une véritable team de cyborg. On a le personnage de Bug, le personnage d'Eda, le personnage de Code bien évidemment, mais surtout un nouveau personnage qu'on verra lors du troisième thème, Daemon, le frère biologique d'Eda. Pour moi, je vous le dis très clairement, le personnage de Code en tant qu'antagoniste est l'un des meilleurs dans l'univers de Naruto et Boruto inclus. T'excite pas, j'ai dit l'un des meilleurs, j'ai pas dit le meilleur. Je t'explique pourquoi. Code, c'est un personnage, au premier abord, tu pensais qu'il allait foncer tête baissée sur Naruto et Sasuke. Et au vu des propos d'Amado, il dit clairement que Code est plus fort que Naruto. Maintenant, on ne sait pas si ce sont des propos vrais ou mensongers par rapport à Kawaki sur le fait de le manipuler. Mais admettons, cela est vrai. On voit un Code qui est plutôt réfléchi, mature, qui fait une équipe pour mettre en place son plan afin de combattre Konoha en recrutant des personnages complémentaires et surtout stratégiques. Le personnage d'Eda qui permet de tout savoir pour le personnage de Code et le personnage de Daemon qui permet d'être une force de frappe tout comme Code. On a une complémentarité entre personnages très intéressant. Il ne faut pas oublier un autre personnage de cette team, c'est le personnage de Bug, car on a l'impression qu'il est éclaté, mais on sait beaucoup que dans les shonen, le personnage qui est souvent en retrait, c'est celui qui fait des dingueries. Prenons le cas de Obito dans Naruto. Cependant, il est vrai que j'émets un sacré doute par rapport à la team de Code. Le fait qu'on recrute des personnages un peu par-ci par-là de façon assez rapide, ça ne permet pas de développer pleinement le personnage de Code ainsi que le personnage d'Eda, car le personnage d'Eda on l'a découvert il y a moins de 3 chapitres par rapport à ses capacités et ce qu'elle vaut, on ne connaît pas vraiment son background, et là on nous fait venir Daemon, alors peut-être que c'est fait exprès pour développer en duo le personnage d'Eda et Daemon qui pourrait très bien par la suite se retourner contre Code, car au vu des caractéristiques d'Eda et de Daemon, elles sont plus que complémentaires et pourraient très bien la mettre à l'envers à Code. Là, je vais dire quelque chose qui est plutôt intéressant, le fait qu'il y ait des individualités complémentaires pour la collectivité de cette team-là. Est-ce que quelqu'un au village de Konoha, en termes d'équipe ou de ninja solo, peut les arrêter? Moi, sincèrement, je ne pense pas. Même une alliance shinobi comme face à Madara aurait du mal à les stopper. Et il faut pas oublier quelque chose de très important, car c'est un peu laissé à la trappe. Et Code, il a toujours son limiteur. Alors, imaginons, il parvient à kidnapper Amado pour le retirer. On ne connaît pas la puissance réelle de Code. Et c'est ça l'avantage de cette équipe-là, c'est qu'elle peut encore évoluer, mais de façon exponentielle. Et n'oubliez pas quelqu'un d'autre, Joby. S'il le lâche sur Konoha, il n'y a plus de monde shinobi. Et là, si tu suis mon idée, ça va faire rappeler une situation qu'on avait vue à la fin de Shippuden. Madara Rikudo, qui était trop cheaté et qui n'a jamais été battu, il s'est fait trahir par Zetsu pour faire revenir Kaguya. Là, je suis pas en train de te dire que Kaguya va revenir. Calme-toi, reste assis, tranquille, souffle un coup. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est que pour arrêter Code, il va falloir une trahison ou que quelqu'un ait un coup d'avance. Et ce quelqu'un,
ça peut être Amado. Dans la logique des choses, si Amado a conçu ces cyborgs-là, enfin il les a conçus, ça c'est sûr, mais il a forcément créé un système pour les contrôler à distance afin qu'ils perdent leur esprit et qu'ils lui obéissent à sa guise ou alors de les désactiver. S'il a oublié ça, pour Amado, c'est une erreur de débutant. Je vais d'ailleurs répondre à une question auquel on se posait depuis quelques chapitres. Est-ce que Eda est la fille d'Amado? Dans ce chapitre 59, on a la réponse et la réponse est non. Eda n'est pas la fille d'Amado pour la simple et unique raison, c'est que Daemon étant le frère d'Eda, Amado avait stipulé à Naruto qu'il n'avait qu'une fille. Il n'a jamais dit qu'il avait deux fils, et c'est là que ça aurait pu être une confirmation sur le fait qu'il aurait eu deux enfants. Là, il en a qu'un, et ça ne peut pas être Daemon et Eda. À moins qu'il y ait une autre solution, mais là, faut aller très loin, c'est limite perché. Eda est bel et bien la fille d'Amado, et Daemon est bel et bien le frère d'Eda, comme ça a été stipulé, ça a été confirmé, mais son père n'est pas Amado, mais quelqu'un d'autre, mais il a la même mère qu'Eda. Ça expliquerait pourquoi dans le chapitre 57, quand Eda explique à Code que tout simplement son père lui a empêché de vivre son amour, serait peut-être en lien avec son frère Daemon. Ça expliquerait pas mal de choses en rapport avec Amado. Surtout, regardez bien les restrictions du personnage d'Eda. Elle ne peut pas manipuler la volonté d'une personne en rapport avec les Otsutsuki, et surtout sa famille. Peut-être que cette restriction-là a été posée parce que son frère Daemon était de sa famille sans le savoir, elle ne le savait peut-être pas à l'époque, car Amado a peut-être menti, et pour le coup, une histoire d'amour était interdite et Amado a empêché cela. Dans tous les cas, le personnage de Code avec son équipe concentrée de Bug, Eda et Daemon va avoir de gros bouleversements pour le scénario du manga. Ça va permettre à Boruto d'évoluer dans ses convictions, comment résoudre certains problèmes. Je pense que ça peut faire basculer le monde Shinobi dans la terreur et la peur. Naruto et Sasuke seront dépassés, quoique Sasuke, il faut le noter dans ce chapitre-là, il n'est toujours pas là, il est en vacances, il est à Ibiza, ou alors il est en train de se faire Sakura pour avoir un deuxième enfant, en train de se dire bon, je suis dans la merde, il va falloir miser tout sur l'héritier maintenant parce que Sarada, on en est très loin. Autre chose très intéressante pour le personnage de Kishimoto, c'est le fait de faire évoluer Eda en fonction du personnage de Daemon et vice versa. Ils peuvent évoluer individuellement tout comme collectivement, et peut-être par la suite, je l'ai évoqué un petit peu en début de vidéo, le fait de renverser Code, ce ne serait pas impossible. Un duo frère et sœur en tant qu'antagoniste final, pourquoi pas de Boruto. Parlons plus précisément du personnage de Daemon, avec ce troisième thème, c'est le frère biologique d'Eda, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, il a la capacité de devenir plus fort en fonction de l'intensité de la haine de son adversaire à vouloir le tuer. Ça voudrait dire qu'un personnage comme Sasuke, ça pourrait lui être fatal de rencontrer Daemon. Par contre, le fait de rencontrer Naruto, je pense que Daemon serait en infériorité en termes de capacité. Car le fait que Naruto, quand il affronte quelqu'un, de base, il ne veut pas le tuer, il veut surtout le faire changer en termes de mentalité. Par contre, pour Sasuke, c'est autre chose. Dès qu'il affronte quelqu'un, c'est pour le fracasser et le tuer. Et c'est pour ça que pour Daemon, l'adversaire idéal, ce serait Sasuke. Et la team de Code, vu ce qu'il est en train de faire en termes de recrutement et de complémentarité par rapport aux caractéristiques des personnages, je vois bien par exemple un Naruto versus Code dans un premier temps, un Sasuke versus Daemon, et pourquoi pas une Eda versus Sakura. Après, pour le personnage de Bug, je ne vois pas qui c'est qui pourrait affronter, ça se trouve il va mourir très rapidement. Un scénario comme celui-ci permettrait une dernière fois de faire une super belle transition, l'équipe 7 d'origine en train de se battre face à la team de Code, et ensuite on aurait un autre combat, la nouvelle équipe 7 pour la transition de l'ancienne vers la nouvelle génération, face à la team de Code qui aurait battu l'équipe 7 d'origine. Restons concentrés sur les caractéristiques du personnage de Daemon. Le fait qu'il possède un Dojutsu qui ressemble trait pour trait au Senringan d'Eda laisse penser qu'en réalité ces deux yeux qu'il possède ainsi que les deux yeux d'Eda sont en réalité à Amado. Je vous l'ai dit tout à l'heure de retenir qu'Amado avait des yeux modifiés, peut-être que pour créer ce type de cyborg, il a dû leur donner quelques pouvoirs leur appartenant en le divisant en deux. Car si on remarque bien, les symboles de leur Dojutsu à Eda et Daemon sont différents mais ont l'air complémentaires. Alors admettons, on les assimile, on les fusionne, peut-être que ça permettrait à Amado de récupérer son pouvoir qu'il a perdu. Il est vrai que vous êtes nombreux à m'avoir dit que les pupilles que possède Daemon ressemblent au Senringan et que c'est certainement cette pupille-là. Ça, je dis pas le contraire et je préfère que ce soit ça. Et au vu des symboles, ils ont l'air différents. Enfin, ils sont différents, ça c'est sûr. Un peu comme le Sharingan avec ses différents symboles, les Tomoe, le Mangekyou. Ça peut être aussi dans ce style-là. Maintenant, si c'est autre chose que le Senringan par rapport à Eda, est-ce que ça ne ferait pas beaucoup en termes de pupilles dans le manga Boruto? Je ne prends pas en compte le manga Naruto, car je trouve que dans Boruto, les pupilles, on est en train de les enchaîner,
et elles n'ont pas forcément d'histoire. Il y a une remarque à faire aussi, c'est que si tu assembles les deux Utsu de Eda et de Daemon, ça peut peut-être donner le Jogan, parce que leurs pupilles sont en référence à l'espace, tout comme leur tenue. Et le Jogan est une pupille divine, et selon Toneri, au vu des propos dans l'anime, le Jogan est une divinité en rapport avec le soleil pour Boruto. Maintenant, j'espère pas que le personnage de Daemon ait été rajouté pour du business, c'est-à-dire faire des figurines, ou que le manga Boruto soit encore plus vendu. Moi, je veux qu'il fasse évoluer ce personnage-là individuellement, tout comme le personnage d'Eda, car je suis sûr qu'il va y avoir un truc en duo par rapport au monde Shinobi, et je sens que ces deux-là pourraient très bien être les antagonistes suivants après Code. T'imagines, après le personnage de Daemon, il y a l'introduction des parents d'Eda et de Daemon en tant que cyborg. Ce serait quand même assez abusé, ce serait limite un jeu de 7 familles à la place du manga Boruto, et j'espère pas que ça arrivera, même si je le pense très clairement pas. On passe au dernier thème de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis général sur ce chapitre 59. Pour moi, c'est un chapitre très intéressant avec des surprises inédites, l'introduction du personnage de Daemon, qui s'attendait à avoir le frère d'Eda, sincèrement pas moi, car le fait que Eda on la connaisse depuis très peu de chapitres, je m'attendais à un développement beaucoup plus poussé la concernant. Maintenant, tu nous introduis un nouveau personnage, Daemon, il va devoir être développé individuellement, et je pense qu'il va servir au développement d'Eda dans un second temps. Surtout, ce chapitre-là nous montre encore le développement du personnage de Code dans son plan, dans sa réflexion, à recruter des personnages très intelligents pour la stratégie, et notamment dans la complémentarité pour réussir ses objectifs. De l'autre côté, on a tout simplement Amado qui commence à se découvrir avec ses objectifs et sa manipulation envers Kawaki, Sumire qui commence à avoir un rôle de plus en plus important depuis quelques chapitres, car elle se rend compte du comportement suspect d'Amado, mais elle pourrait le payer de sa vie. On a surtout un Kawaki qui refuse le Kama de la part d'Amado, donc toutes les interrogations sont possibles. Qu'est-ce qui va faire que Kawaki va changer d'avis? Est-ce qu'il va y avoir une situation où Naruto va se faire tuer? Et surtout, la plus grosse question à l'heure actuelle, je pense dans le manga Boruto, car c'est la première fois que ça arrive, j'ai regardé dans l'œuvre de Naruto, Sasuke est absent depuis plusieurs chapitres, pas une apparition, on ne parle même pas de lui, mais où est-il? Qu'est-il en train de faire pour peut-être récupérer son Rinnegan? Car il va y avoir un truc en rapport avec ça, c'est sûr. Et là où c'est encore plus intriguant, c'est avec le personnage d'Eda, elle est capable de tout savoir. Comment se fait-il qu'elle n'a rien dévoilé à Code en rapport avec Sasuke? Ensuite, on a le personnage de Daemon qui a été introduit, donc j'ai hâte de voir ce que va faire la team de Kara par Code, mais surtout le duo Eda et Daemon qui vont très certainement se battre ensemble face à différents adversaires, et ça peut être très cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle touche à sa fin, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé du chapitre 59, par rapport aux propos que j'ai tenus dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner pour me faire plaisir, et surtout si vous aimez le contenu, alors pourquoi pas s'abonner. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.